parlez d'œuvres littéraires vous-même, alors que ces livres-là, le livre de Springora, le livre de Camille Kouchner et même votre livre, ne sont jamais, au fait, traités littérairement. On ne Non, parle jamais de leur qualité littéraire ou alors rarement, on ne les évoque que pour un certain déballage, quoi. De ce point de vue, les livres sont tous un peu différents. Le livre de Vanessa Springora porte en lui, je crois, au-delà de la dénonciation, au-delà de l'affaire, etc., etc., les éléments d'une leçon faite à la pompe matznevienne et à la façon dont Matzneff lui-même conçoit son rapport à l'écriture. Mais bon, il faudrait travailler sur cette question et j'avoue que c'est un travail que je n'ai pas fait, je le dis intuitivement. Le livre de Camille Kouchner contient objectivement de grandes qualités littéraires. De grandes qualités littéraires qui sont des qualités… Elles ne sont jamais évoquées, c'est ce que j'essaie de vous dire. Rarement, j'entends bien, oui, j'entends. Même à propos de votre livre. J'y viens. Il y a de grandes qualités littéraires dans le livre de Camille Kouchner. Il y en a peut-être dans le mien, ou il n'y en a pas, j'en sais rien. Mais le fait est que le but n'était pas tant de tout raconter, ou de tout déballer, si vous voulez, que de conserver les choses et de leur donner une forme acceptable, de les saisir et de pouvoir les offrir aux gens. Ce travail-là n'est pas un travail de délation. Ça n'est pas une œuvre qui consiste à jeter les gens en pâture. Ce sont des travaux dont l'écriture ou dont les mérites de l'écriture sont temporairement couverts par l'existence des protagonistes. Mais qui, à mon avis, c'est mon espoir en tout cas, pour les trois, sont appelés à avoir une deuxième vie. C'est-à-dire que pour l'heure, ils sont tous arrimés au réel. Mais pour des raisons qui sont propres à chacun d'eux, voilà, c'est ça que je veux vous dire, pour des raisons qui sont propres à chacun d'eux, à mon avis, ils y échapperont successivement. Et ils finiront par être lus pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pas seulement la révélation de ce qui a eu lieu, ça c'est un prétexte, mais en réalité la libération, ou les conditions d'une libération par l'écriture, qui pour le coup est à la portée de quiconque décide de s'y mettre. Nous avons cité tout à l'heure Benjamin Cyr pour la délation généralisée qui est aujourd'hui favorisée par les réseaux sociaux. Pouvons-nous dire aujourd'hui que nous vivons une tyrannie de la minorité? Et si oui, quels sont les ressorts de cette tyrannie? On peut parler de tyrannie de la minorité, mais à condition de ne pas… Le problème, c'est que les gens qui emploient cette expression disent souvent « Regardez, Tocqueville se trompe parce que Tocqueville, au XIXe siècle, parlait de tyrannie de la majorité. Désormais, ce sont les minorités qui sont tyranniques. » Mais ce que Tocqueville décrivait quand il parlait de tyrannie de la majorité, ce n'était pas le fait que la majorité soit tyrannique, puisque ceci n'a démocratiquement aucun sens. La majorité, c'est la majorité, elle gagne. Donc, non, ce qu'il appelait la tyrannie de la majorité, c'était la tyrannie du convenable. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est la tyrannie du disciple et du non-disciple. Quand vous dites un truc qui emmerde trop les gens, ils essaient de le faire taire, un peu comme dans les familles. Et c'est ça la tyrannie de la majorité. C'est le fait de dire à quelqu'un, bah, vous dites ce que vous voulez, bien sûr, mais enfin, on ne vous reconnaît plus comme un humain, dit Tocqueville. Voilà. Or, la façon dont les minorités exercent la tyrannie aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, par la victimisation, par la plainte permanente, par le sentiment d'être offensé par toute chose, par cette hyper-susceptibilité qui leur permet de se présenter lardés de blessures dans un monde où c'est le plus blessé qui l'emporte, ce dispositif-là fonctionne exactement selon les méthodes que décrit Tocqueville quand il parle de tyrannie de la majorité. Parce qu'il s'agit quoi? De recouvrir d'un vacarme moral, ce qui déplaît à une conviction. De faire entendre que si vous dites ce que vous croyez vrai et non ce que les autres auraient plaisir à entendre, c'est qu'en réalité, vous êtes l'ennemi d'une cause. Voilà. C'est cette façon qu'on a eu c'est au nom de la tyrannie de la majorité qu'on a voulu penser que Darwin était un partisan de l'esclavage. Au nom de la tyrannie de la majorité qu'on a voulu penser que Épicure était un partisan des partouzes, si vous voulez. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est l'enfermement d'un homme dans l'idée qu'on s'en fait et l'interdiction qui lui est faite d'en sortir. Et les minorités fonctionnent aujourd'hui exactement comme ça dans un espace démocratique tapissé par les réseaux sociaux. Mais y a-t-il moyen aujourd'hui, Raphaël Antoven, de limiter l'influence délétère de ces réseaux sociaux? La censure est-elle une solution? Vous avez été vous-même favorable à la censure de Trump sur Twitter. Et là, la question des réseaux sociaux hébergeurs ou éditeurs s'est posée. Oui, alors ben voilà, ça me semble effectivement une bonne méthode. C'est-à-dire que… la censure? Non, pas la censure.
pas la censure. Et la censure, c'est pas pareil. La censure, c'est la loi. Si vous dites quelque chose que vous n'avez pas le droit de dire, vous êtes censuré. Là où vous vous trouvez, si vous faites la une de Charlie Hebdo, la couverture de Charlie Hebdo, vous serez vraisemblablement censuré. Voilà, la censure, c'est ça. La censure, c'est l'État. N'est pas de son fait, mais du fait que le monde entier s'en sert, décide d'appliquer des règles et que objectivement la personne en question contrevient à ces règles, on ne peut pas parler de censure. On peut faire de jeu à plusieurs vitesses dans la mesure où il est de s'exprimer sur ce réseau-là. Exactement. Et j'ai voulu évoquer cela avec vous, oui. Parce que quand on a vu Twitter et les autres plateformes censurer Trump, pendant des années, ils ont permis le versement des vidéos mortifères de Daesh, des discussions en direct. Il faut être précis. C'est offusqué de ça, en fait. Donc, madame, si la règle est appliquée une fois sur deux, cela nie la règle, parce que la règle de droit doit être générale et impersonnelle. Vous avez raison. Là où la règle est bafouée, à mon avis, c'est dans le fait que Trump soit privé d'accès aux plateformes, alors que d'autres personnes, encore moins fréquentables que lui, y ont largement accès encore aujourd'hui. Reste que, et d'abord, encore une fois, on ne peut pas parler de censure quand une société, une compagnie privée, si mondiale soit-elle, exerce et applique les principes de sa charte. Ceci n'est pas de la censure. Oui, mais quand elle les applique une fois sur deux… Mais elle fait ce qu'elle veut. On peut considérer… Mais la règle est niée. La règle, quand elle n'est pas appliquée… Vous en parlez comme si c'était des États. Vous en parlez comme si c'était des États. Ce sont des boîtes. Ils sont de mauvaise foi. Ils font ce qu'ils veulent. C'est ça que je veux dire. Ce sont des entreprises. On peut pas parler mais quand on applique la règle de mauvaise foi, ce n'est plus une règle, c'est un règlement de compte. Mais je ne dis pas qu'ils respectent la règle. Je dis que le mot de censure n'est pas le bon. Parce que le mot de censure s'applique au gouvernement, pas à une boîte privée. C'est tout. Une boîte privée fait ce qu'elle veut. Et l'ampleur qu'elle peut avoir, qui donne le sentiment d'une censure, vient uniquement de l'ampleur de ses utilisateurs. C'est pas on est alors dans l'arbitraire. Ben, on est absolument. On est dans l'arbitraire. Donc, on ne va pas défendre l'arbitraire et dire que cette boîte-là a eu raison contre Trump. Je ne dis pas que cette boîte a eu raison. Je ne défends pas l'arbitraire, en l'occurrence. Je défends le droit pour une boîte d'appliquer sa charte à géométrie variable si elle le souhaite. Parce que c'est le cas. Et pour le coup, ils font ce qu'ils veulent. Par ailleurs, dans le cas de Trump, pendant 4 ans, vous savez comme moi qu'on en a mangé des conneries. On a lu des tas d'infamies, etc., etc. Ils n'ont rien dit. Bien. En l'occurrence, il s'est passé que l'homme en question a appelé à l'insurrection. Alors, les choses sont un peu différentes depuis qu'il n'a pas été impeached. Mais enfin, cet homme-là a appelé à l'insurrection contre le Capitole. C'est un ancien président, un futur ancien président qui a contesté le résultat des élections, qui a menti ouvertement. On a des éléments objectifs qui ne sont pas des éléments idéologiques, qui sont des éléments objectifs, de contravention à des règles évidentes qui justifient que cet homme-là disparaisse du réseau. Ce n'est pas l'expression de ses opinions qui lui vaut d'être privé d'accès à Twitter, par exemple. C'est le fait d'avoir appelé à quelque chose d'illégal, c'est le fait de s'être conduit en factieux, en séditieux. Privé d'accès à Twitter, un président qui se conduit en séditieux, pardonnez-moi, ce n'est pas de la censure. Ce qui m'indigne davantage, c'est le fait que des gens qui disent des choses infâmes s'y trouvent encore. Et là-dedans, je vois juste la partialité d'une boîte qui n'est pas un État, à laquelle on ne peut pas demander des comptes comme si c'était un gouvernement. Ici, quand même, on peut demander des comptes. Vous pouvez demander des comptes. Mais on peut ne pas cautionner cette manière de faire, cette manière sélective d'appliquer la règle. Mais que vous ne cautionniez pas la chose. Mais que vous ne cautionniez pas la chose, c'est très bien. Ça les arrange. Tant que c'est sur leur propre réseau que vous allez dire que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Non, je ne suis pas sur le réseau. D'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que de toute façon, le système adore les gens qui le détestent, puisque le système porte au pinacle les gens qui le combattent et qui le contestent. C'est ainsi que le système est fait. Ce sont des sables mouvants. Ce que je veux dire, en fait, c'est que je suis indigné par les mêmes choses que vous, mais comment dire, la préoccupation morale ou bien la récusation morale d'un geste me semble profondément inutile. Vous dites, voilà, on ne va pas cautionner. Bon, on ne cautionne pas. Ils s'en foutent qu'on ne cautionne pas. Qu'en revanche, on décrive les mécanismes, la façon dont ça fonctionne, Cambridge Analytica, etc., etc., qu'on mette tout ça à jour, qu'on le révèle sur le réseau même, ça, oui. Qu'on fasse ce travail de sape par la connaissance, oui. Mais la récusation par la morale qui consiste à dire, en somme, puisqu'ils sont mondiaux, ils doivent se conduire comme des États,
malheureusement, Mais en même temps, défendre le fait qu'ils aient censuré Trump n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que je ne pense pas qu'ils aient censuré Trump. Je pense qu'ils étaient fondés à priver d'accès un homme qui demande des choses aussi dangereuses. Enfin, on ne va pas se mettre d'accord. J'aurais été indigné qu'il le fasse en amont de cette dernière conférence de presse où il appelle à l'assaut contre le Capitole. Voilà. On a parlé de terrorisme islamiste, des prédicateurs islamistes, de Daesh qui fleurit, qui fait ce qu'elle veut sur ses réseaux sociaux. Et à cause justement de ce terrorisme islamiste, la religion est remise aujourd'hui en avant dans des pays qui ont cru avoir réglé la question, par exemple la France avec sa loi de 1905. Aujourd'hui, la laïcité est remise en cause et on parle de plus en plus de tolérance pour la remplacer. Et la tentation concordataire est là. Oui, oui. Ce n'est pas la tentation concordataire, je crois. C'est autre chose. Parce que la tentation concordataire était le fait d'une politique qui voulait précisément, comment dire, qui faisait une concession, mais par apaisement. Et le concordat, d'une certaine manière, a rempli son rôle jusqu'à la loi de 1905. Ce n'est pas tant la tentation concordataire, je crois, qui nous menace. On voit la loi sur les séparatismes, on est un peu dans cette tentation-là. Je ne vois pas de tentation concordataire dans la loi sur les séparatismes. En fait, je vois aucun problème dans la loi sur les séparatismes. Je vois au contraire un renforcement de. Oui, moi-même, je ne vois pas de problème, les problèmes que les autres évoquent, mais il y a une manière de vouloir donner une place différente à la religion que la place qui lui était assignée par la loi de 1905. C'est vrai. Parce que c'est aussi la reconnaissance du fait que les séparatismes ou les communautarismes, comme on disait avant, sont aujourd'hui largement indexés sur la pratique d'une religion en particulier. Et bien sûr, le problème, si vous voulez, c'est que la loi dans sa formulation, et ça après, ce sont aux experts et aux sages de le dire, mais je ne vois rien qui, dans sa formulation, contredise les principes qui sont ceux de la Ve République, de la Constitution. Je ne vois rien qui les contredise. Mais la tolérance pour remplacer la laïcité, n'est-ce pas? C'est gravissime. C'est gravissime, c'est la fin de tout. Vous savez, quand vous êtes en terminale, il y a souvent le sujet, suffit-il d'être sceptique pour être tolérant? Et alors, quand vous êtes bon élève, vous commencez par dire que oui, le scepticisme, ça rend tolérant, parce que comme on n'est pas sûr de ce qu'on pense, on accepte les idées des autres. Et puis ouais, mais enfin, quand on est trop tolérant, est-ce qu'on est tolérant avec un nazi? Ah ben non. Et donc, troisième partie, la tolérance, c'est pas simplement de laisser passer, c'est aussi une valeur qui peut donc être fondée à s'opposer aux autres. Eh bien, cette tarte à la crème de la dissertation de terminale qu'un élève sur deux a subi, quand il est bon et qu'il a conçu les choses de cette manière-là, cette affaire-là est en réalité très, 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 très importante. Nous vivons une époque où le relativisme, la tolérance ouvre la voie, fraie le chemin à des idées qui, en apparence, sont radicalement opposées à elles. Et c'est tout le paradoxe, si vous voulez, d'une défense du pire par les bons sentiments. Le meilleur exemple auquel on puisse assister aujourd'hui, c'est la minoration du féminisme derrière l'antiracisme. C'est ce qu'on a appelé l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, qui avait une raison d'être dans les années 70 parce que les femmes noires n'étaient pas représentées par les féministes blanches et qu'elles étaient maltraitées par les hommes noirs, et que donc il fallait lutter sur les deux terrains. L'intersectionnalité aujourd'hui, c'est le nom donné à la minoration du féminisme derrière l'antiracisme et par là même à la validation au nom de la tolérance d'idées qui sont authentiquement moyenâgeuses. Et aujourd'hui, le féminisme intersectionnel défend le voile, par exemple. Défend le voile, s'oppose à la pénalisation du harcèlement de rue, enferme de toute manière, tout en, si vous voulez, sous l'alibi d'un discours volontaire qui consiste à être créatrice de son propre scénario. C'est-à-dire, en somme, à transformer en décision l'expression séculaire d'une inféodation en quoi le voile consiste, donc à faire passer, si vous voulez, à l'échelle d'une société, le discours selon lequel l'exhibition d'un rapport féodal au patriarcat est l'expression du libre arbitre, ce qu'il peut être dans certains cas. Cette ambition-là, ce faux féminisme-là, est aujourd'hui plébiscité par des gens qui… Il y a plusieurs catégories de personnes pour le soutenir. Vous avez ceux qui, au nom de la vraie tolérance, considèrent qu'il faut tolérer ça, et puis vous avez ceux qui sont plus malins, c'est-à-dire qui voient bien que ça déconne, mais qui en même temps ne veulent pas ne pas retirer les marrons du feu, si vous voulez, et qui, dans ces cas-là, alors là, c'est le Parti socialiste en France, qui s'attache toujours, comment vous dire, avant de dénoncer ce qui ne va pas
dans ses revendications, à expliquer combien ces revendications, malgré tout, sont légitimes et que leurs incohérences passent après la reconnaissance de leur nécessité. Et ce discours de langue de bois de merde est un discours qui aujourd'hui favorise grandement le passage de paroles féodales et d'un retour vertigineux du patriarcat sous couvert de progressisme. C'est à ça qu'on assiste aujourd'hui en France. Vous avez aujourd'hui en France des gens comme Olivier Faure qui disent que l'islamo-gauchisme ne veut rien dire. Vous avez des gens aujourd'hui en France pour comparer islamo-gauchisme à judéo-bolchevisme. C'est-à-dire des gens pour comparer l'alliance objective de gens qui luttent contre le sexisme et contre le racisme dans la mesure où ça ne concerne pas les musulmans et de gens qui font de salafistes qui font avancer leurs pions. Ils mettent ça sur le même plan que l'alliance saugrenue des Juifs et des Rouges qui seraient à l'origine de la révolution russe et donc du péril communiste. Voilà. On est en présence de sophistes, on est en présence de gens qui tiennent la porte aux islamistes, on est en présence de gens qui s'indignent des talons aiguilles, mais qui supportent, mais qui tolèrent que les Iraniennes soient enfermées quand elles retirent leur voile. Voilà. Et comment expliquez-vous, Raphaël Enthoven, la montée en puissance justement de cette pensée, entre guillemets, parce que ce nouvel élan que j'ai appelé concordataire est soutenu quand même par une lame de fond décolonialiste, très présente d'ailleurs chez la gauche. Il y a plein de facteurs qui l'expliquent. Les autres gauches, aujourd'hui, on en est à interdire des représentations des Chiles à la Sorbonne en France. On en est même à demander d'interdire Babar. J'ai écouté ça sur France Culture. Non, mais il n'y a pas que Babar, il y a Pinocchio. Vous avez vous-même évoqué l'exemple Evergreen, cette manière Evergreen de faire aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs facteurs, à mon avis, qui concourent à ça. Le premier, c'est une tentation orwellienne qui est propre aux démocraties, c'est-à-dire toutes les époques sont myopes et louches sur leur propre présent qu'elles prennent pour une norme. Le problème de notre époque, c'est que nous avons toutes les temporalités à disposition, nous avons tous les temps à disposition et nous sommes une époque, nous avons toutes les archives, nous avons tout, nous sommes l'époque qui possède ce droit de regard sur tout son passé. Et cette puissance nous donne le droit absolument ahurissant de corriger l'histoire selon les besoins de notre conception du présent. Et donc d'estimer, par exemple, qu'une histoire sentimentale qui ferait plus grand cas de ce qui, moi, me soucie, serait plus objective, puisqu'elle me correspondrait davantage, qu'une histoire dont le récit ne ferait pas assez de place à ce que je pense. À cela s'ajoute le fait qu'avec les réseaux sociaux, tout individu dispose aujourd'hui des moyens de se persuader de ce dont il est convaincu. C'est-à-dire qu'au lieu d'exposer ce qu'il croit à la contradiction, il peut en 2 clics se retrouver au milieu de milliers de gens qui pensent comme lui. Et parce ils sont enfermés dans l'algorithme. Ils sont pas seulement dans l'algorithme, c'est qu'on préfère la compagnie des gens qui pensent comme soi. Tout simplement, c'est qu'on préfère discuter avec des gens qui sont d'accord. C'est moins difficile. Le résultat de ça, c'est que des espaces comme Twitter, par exemple, qui sont des célébrations du débat, sont en réalité totalement contrarient en réalité toute possibilité de débat, que tout est noyé derrière un procès d'intention, et que pour cette raison, eh bien, de façon générale, on se donne le droit exorbitant de faire comme Océania dans 1984, c'est-à-dire de réécrire la fin de Carmen, parce qu'on ne veut pas voir une femme mourir sur scène, de bannir La Belle au bois dormant parce qu'il y a un baiser sans consentement. C'est intéressant parce qu'il y a 30 ans, on voulait bannir La Belle au bois dormant parce que c'était un baiser hors mariage. Aujourd'hui, les Ligues pour la vertu ont changé de camp, mais ce sont les mêmes. C'est Autant on emporte le vent, c'est 10 petits nègres. Autant on emporte le vent, ou bien les 10 petits nègres, parce que c'est. Alors, les 10 petits nègres, c'est intéressant parce qu'il y a 2 ans, une imbécile, je ne sais plus, une femme qui fait du rap, mais elle était vraiment, rien à voir, elle était con par ailleurs, disait voilà, c'est un livre raciste, je viens de tomber là-dessus, c'est un scandale. Évidemment, tout le monde a hurlé de rire en lui disant crétine, c'est un chef-d'œuvre et ça fait voilà, bon, ça fait des années qu'on lit ça. Et donc, elle avait battu en retraite. Et 2 ans plus tard, les ayants droit eux-mêmes. Evergreen. Dans le cas des Diptynex, ce n'est pas Evergreen. Dans le cas des Diptynex, ce sont les ayants droit.
ils avaient les ayants Oui, droit. mais ils sont appuyés sur Le système justement d'Agatha Christie, si vous voulez, fait que les ayants droit aujourd'hui sont les possesseurs encore des droits et à l'infini. Et donc, comme ils veulent continuer à vendre le truc, ils sacrifient le titre du livre en feignant d'obéir aux volontés d'Agatha Christie il y a 80 ans et de le faire en 2020 comme par hasard, et tout simplement à la mode au sentiment qu'il suffit d'abolir les mots pour supprimer la chose. Ce cratilisme, Platon appelle ça le cratilisme. Enfin, c'est dans un dialogue qui s'appelle le cratyle. L'idée qu'on va supprimer la chose en supprimant le mot est une pathologie et la pathologie d'un monde où on confond l'égalité des droits et l'équivalence des compétences. C'est parce qu'on croit qu'on est tous aussi compétents les uns que les autres qu'on imagine lutter contre le mal en supprimant ces traces. Et c'est soubresaut, Raphaël Antoven, ne sent-il pas la traduction d'un tiraillement entre l'universalisme et cette tendance identitaire qui est présentée aujourd'hui comme un aménagement individualisé et humanisé de l'universalisme? La tendance identitaire que vous repérez, on fait assez peu le lien entre la tendance identitaire que vous avez raison de repérer. Comme on a souvent une lecture idéologique de cette tendance identitaire, je crois qu'on en manque la source vive qui sont les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux sont des dispositifs qui vous invitent à vous prendre pour ce que vous pensez ou pour ce que vous croyez, c'est-à-dire à réduire votre identité à votre foi. Et la tendance identitaire, la véritable souche de la tendance identitaire tellement délétère à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Alors, le discours est de dire l'identitarisme ne s'oppose pas à l'universalisme, mais il s'oppose à l'abstraction de l'universalisme. En somme, il incarne l'universalisme en reconnaissant les singularités de chacun, ce qui n'entame pas le respect que l'on doit à tous. En vérité, c'est une falsification à laquelle on assiste. Le discours identitaire n'est pas un discours temporairement identitaire qui ensuite ouvrirait sur l'universel. C'est la résurrection du discours contre-révolutionnaire qu'on voyait au début du 19e chez Joseph de Maistre, qui disait « Je ne connais pas l'homme en général, je ne vois que des Français, des Anglais, des Russes et des Italiens ». Aujourd'hui, c'est la même chose. Je ne vois que des Noirs, des Blancs, des Arabes, des Chinois, etc., etc. Je ne vois pas l'homme en général. C'est le même discours. Et ce qui est intéressant, c'est que la tendance identitaire se vit elle-même comme temporaire. Elle dit, voilà, nous, par exemple, on fait de la non-mixité, mais c'est parce qu'il y a du racisme. Le jour où il n'y a plus de racisme, il n'y aura plus de non-mixité. Ce qui est une arnaque absolue, parce qu'il n'y aura jamais plus de racisme. Jamais les humains ne cesseront de se haïr pour des raisons stupides. Par conséquent, l'horizon que l'identitarisme se donne est un horizon qui lui permet de maintenir indéfiniment les moyens qui sont les siens. C'est pour ça que les dispositifs en non-mixité sont une arnaque et une chose dangereuse, parce que les raisons qu'ils se donnent, qui sont l'oppression systémique qui les entoure, en réalité, sont des raisons qu'on pourra toujours brandir, parce qu'il y aura toujours des connards, et on pourra toujours brandir ces raisons-là à l'appui de dispositifs qui prolongent, augmentent et perpétuent le problème qu'elles prétendent résoudre. On en est là. On en est là. Au-delà de ça, il me semble que le problème vient de la nature même de la démocratie. Quand vous vivez en démocratie, vous vivez dans un régime qui n'a que lui-même pour horizon. Et si ce régime-là, vous n'avez pas l'espoir d'un changement de régime. Et donc, vous êtes confronté à la tâche de perpétuer quelque chose qui n'est que pour lui-même son propre but. Et par conséquent, les démocraties sont exposées à l'ennui ou au désir de penser qu'en fait, on vit en dictature et qu'il faut tout casser. Mais justement, ce débat-là ne remet-il pas au goût du jour la question lancée par Régis Debray en 1995, être démocrate ou républicain, pas au sens américain, pour situer un peu nos auditeurs. Je vais lire un passage de cet article que je trouve admirable, qui est en accès libre d'ailleurs sur Internet. Nous payons tous à présent par une indéniable confusion mentale, la confusion intellectuelle entre l'idée de république issue de la Révolution française et l'idée de démocratie telle que la modèle l'histoire anglo-saxonne. On les croit synonymes et chacun de prendre un terme pour un autre. Pourquoi les distinguer? La société libérale et consumériste n'est qu'une figure parmi d'autres de la démocratie, mais si dominante et communicative qu'on la croit obligatoire, y compris dans les pays où la démocratie a pris d'autres visages. Refuser par exemple à une jeune musulmane l'entrée d'une salle de classe tant qu'elle ne laisserait pas son voile au vestiaire, bonne action clamera le républicain, non, mauvaise action s'indignera le démocrate. Laïcité dira l'un, intolérance dira l'autre. Querelle de mots, non, quiproquo des principes. Oui, bien sûr, il a raison là-dessus. Là où il a tort, à mon avis, c'est de dire que la démocratie peut exister sans libéralisme, en somme. Et là, c'est une... En fait, il dira... C'est l'oxymore. Aujourd'hui, il a tort, à mon avis, mais il est prémonitoire, comme souvent, puisque c'est l'oxymore aujourd'hui. 95.
Voilà, mais c'est l'oxymore aujourd'hui de démocratie libérale qui, pour moi, n'a aucun sens. Parler de démocratie dans un monde illibéral n'a pas de sens. Il n'y a pas de démocratie sans liberté. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. En revanche, là où il a tout à fait raison, c'est que la différence entre la démocratie et la République recouvre la différence entre la tolérance et la laïcité. Et c'est par un jeu presque d'homothétie, c'est comme une règle de 3, si vous voulez. Et effectivement, cela se tient. La République est laïque, la démocratie se veut tolérante. Reste que la laïcité elle-même est au principe de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie possible, il n'y a pas de tolérance possible dans un monde où la tolérance n'est qu'un laissez-passer. Donc, l'expérience de la liberté en démocratie est aussi l'expérience d'une liberté qui, comme un système homéostatique, s'autorégule en permanence, c'est-à-dire s'impose à elle-même des lois qui viennent la garantir. Vous ne pouvez pas, dans un monde de liberté, par exemple, tiens, prenons un cas très intéressant et qui peut presque réconcilier les républicains et les démocrates, le Burkini. Je laisse de côté les patriotes qui luttaient contre le Burkini au nom de la France. Je m'intéresse aux républicains qui luttent contre le Burkini au nom de la femme. Et les démocrates qui disaient le Burkini, chacun s'habille comme il veut. La loi a tranché. Le Burkini est légal, sauf en Corse. Allez savoir pourquoi. Bon, étrangeté. Enfin, le Burkini est légal, il n'y a pas de problème. À la seconde où la loi a tranché, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus eu de polémique. Pourquoi? Parce que le but du port du Burkini était de contrevenir à la loi pour pouvoir se victimiser ensuite. Ce que je veux dire ici, c'est que du point de vue d'un démocrate et peut-être aussi d'un républicain, on peut dire à propos d'un vêtement comme celui-là, je suis contre le Burkini et par conséquent, je suis contre son interdiction. Parce que ce que démocrates et républicains ont en commun de défendre, c'est un monde où la liberté, même si elle est risquée, l'emporte sur le calcul de ses conséquences. Et défendre ce monde-là, c'est par là même consentir à un vêtement qui, en lui-même, est liberticide. Un autre aspect de ce maelstrom identitaire dans lequel le monde est pris, Raphaël Antoven, le débat que l'on a vu en France pour faire de l'antisionisme une infraction délictuelle. Vous êtes exprimé contre, mais vous précisez que pour ceux qui ne sont pas d'accord avec la politique israélienne, le mot antisioniste n'est pas le bon. Quel serait le bon mot? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais antisioniste n'est pas bon parce que c'est comme islamophobie à propos de la haine des Arabes. Un Arabe chrétien qui fait l'objet… Vous savez, dans le livre de Charb, il y a cette anecdote très intéressante, dans la lettre aux escrocs de l'islamophobie, son testament. Il y a cette histoire de Mouloud et Gérard. Mouloud est catholique, Gérard est musulman. Mais c'est Mouloud qui galère pour trouver un appartement, ce n'est pas Gérard. Le problème, ce n'est pas l'islam, le problème, c'est l'arabe. Donc l'islamophobie, c'est l'arabophobie. Et de la même manière… Oui, mais Raphaël Antoven, le sionisme est un nationalisme religieux qui a quand même accouché de l'État-nation juif en 2018. C'est un État où la nationalité, où les droits sont donnés en fonction de l'appartenance à une religion, ce qui est discriminatoire. Aucun État n'a droit de faire ça. Imaginez si en Tunisie, on est donné la nationalité française comme musulman, aussi en France. Non, enfin, en Israël, en Israël, il me semble que la Constitution, un cinquième des Israéliens est arabe. Enfin, sont arabes. Et en l'occurrence, l'attribution de la nationalité. Alors, je faisais partie de ceux qui s'indignaient du fait que l'hébreu devienne la seule langue nationale. Ça me semblait absurde. L'État-nation juif. Mais enfin, en tout état de cause, un État où tout le monde a les mêmes droits et où, en l'occurrence, le cinquième de la population se voit représenté à la Knesset dispose, sur le papier, me semble-t-il, des mêmes droits que tout le monde. Non, ils n'ont pas les mêmes droits. Les droits sont distribués en fonction de la judéité ou non. Le retour, tout ça, la citoyenneté est accordée sur un critère religieux. Pardonnez-moi, ça ne m'a pas frappé. Mais enfin bon, peu importe. Le fait est que si c'était le cas, un cinquième de la population ne serait pas non-juif. Tout le problème de cet État et toute son ambivalence, c'est d'être non pas comment dire, c'est toujours pareil. Si Israël, c'est l'État des Juifs, il n'y a pas de problème. Si Israël est un État juif, alors c'est un problème. Voilà, tout simplement. Or, en ce qui me concerne… Pourquoi ça ne serait pas problématique si Israël était l'État des Juifs? Par exemple, moi, je dirais la Tunisie serait l'État des musulmans. Ah ben non, si un État est assigné à une appartenance religieuse, ça ne serait pas discriminatoire pour les autres? Non. C'est en l'occurrence dire c'est l'État des Juifs, c'est-à-dire considérer que historiquement cet État est né sur le fait qu'un peuple ayant souffert et revendiquant, tenant indûment peut-être la Bible pour un cadastre et s'appropriant un certain nombre de parcelles, considère qu'il doit récupérer un État, fait de la politique
juridique pour ça. Oui, mais les Iraniens pourraient dire la même chose. Moi-même, je combats l'État islamique iranien parce que c'est un État islamique qui se fonde sur une religion. Pardon, je ne pourrais pas de la même manière quand même ne pas remettre en question cette… Mais je veux bien qu'on remette en question la chose. Je dis juste qu'il y a une différence. Je dis juste que toute comparaison, comment dire, je dis juste qu'on parle de l'État en l'occurrence, qui est à peu près la seule démocratie du coin qui fonctionne, hyper-démocratie même, c'est-à-dire ingouvernable, c'est-à-dire où la proportionnelle empêche, à mon avis, tout gouvernement légitime, d'un État qui est le seul endroit de la région où les homosexuels ne sont pas menacés pour ce qu'ils sont et ont le droit d'exister comme ils sont, d'un État qui, en l'occurrence, applique à tous des règles qu'on n'imagine pas appliquer dans d'autres pays. Je ne connais pas un seul endroit où les Juifs sont traités ailleurs de la façon dont les Arabes sont traités en Israël. Bref, on parle ici d'un État auquel, qui, me semble-t-il, à tous égards, fait l'objet de l'envie, du désir, et qui, en lui-même, fomente, comment dire, donne le jour aux gens qui sont les plus critiques avec sa propre politique et qui ont maintes fois le droit de s'exprimer. Oui, mais nous sommes là sur un autre niveau d'analyse, Raphaël. Pardon. Je parle de la… non, c'est très important. Non. Vous avez parlé du sionisme comme d'une idéologie religieuse. Pardon, c'est intéressant. Le sionisme est une idéologie anti-religieuse. Vous avez dit le sionisme est à l'origine. Précisément. Et ça a accouché de l'État-nation juif en 2018. Ça n'a pas accouché de l'État-nation juif. C'est comme l'islam qui a accouché de l'islamisme. C'est très étrange, c'est fou comme ce sujet-là, soudain fige la pensée et bloque les réflexes. Non, ma pensée n'est pas du tout figée. C'est-à-dire qu'en l'occurrence… Je vous donne des arguments. Mais ce sont deux choses tout à fait différentes. Vous avez d'un côté un texte, un projet, une ambition qui prend le contre-pied du messianisme, ou d'un messianisme mal compris, et qui considère que il ne s'agit pas d'attendre l'arrivée du Messie pour avoir un État. Donc, on est ici face à un projet anti-religieux, en son principe, qui débouche ensuite sur un État où, malgré… Religieux. Non, ce n'est pas un État religieux. C'est pas un État religieux, pardonnez-moi. Mais c'est un État religieux où les homosexuels, où un tiers de la population de la ville principale est homosexuel et vit librement. Un État religieux où chacun peut faire absolument ce qu'il veut. Un État religieux, et là vous avez raison, où seuls les religieux ne peuvent pas… Non. De l'appartenance à une religion, Raphaël. Non, mais ça, c'est encore une autre histoire. Que vous considériez que Israël… Mais ça dépend. Si vous parlez de judaïsme comme d'une religion, par exemple, vous savez que moi, paraît-il, j'aurais droit à la nationalité israélienne. Le judaïsme n'est pas une religion, je ne suis pas religieux. Donc, ce que vous appelez même religion n'est pas une religion. Et les critères d'attribution sont des critères, à mon sens, flous, absurdes, et qui, en eux-mêmes, ne signifient pas grand-chose, et qui, en revanche, masquent le fait que sur place, vous avez quand même, au moins un cinquième de la population qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Et tant mieux. Et vous vivez dans un espace où, en principe, les choses sont pacifiées. C'est pas l'enfer, Israël. C'est quand même étrange. On compare cet endroit à l'Afrique du Sud, alors que c'est le contraire. C'est fou. C'est le contraire. Il n'y a pas. Mais ce qui est fou aussi, vous voyez, c'est que vous m'en parliez en fait. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez à moi d'Israël. C'est ça qui m'étonne. Parce que vous avez eu des positions justement sur. Vous avez été contre l'infraction délictuelle d'antisionisme. Non, c'est vrai que vous avez eu des positions assez tranchées sur ça. Non, vous avez aussi eu des positions assez tranchées par rapport à l'État-nation juif. Non, l'État-nation, j'étais très hostile à la décision de faire de l'hébreu la seule langue nationale israélienne. C'est pour ça que je vous en parle. Et j'étais effectivement très hostile à ça, comme j'ai été hostile au fait que, comme j'ai défendu la possibilité d'être antisioniste et démocrate en expliquant que le nom lui-même était un mauvais nom. Mais c'est un sujet que j'ai très peu abordé, moi, Israël. C'est un truc qui, quelle que soit ma réaction en général, quel que soit le sujet sur lequel je réagisse, en général, la quatrième réaction, c'est toujours « et Israël dans tout ça ». Mais personnellement, c'est un sujet, honnêtement, je connais mal la société israélienne, je connais mal l'histoire du pays, j'ai rien à voir avec eux, j'y vais de temps en temps, j'aime bien cet endroit, mais ça s'arrête là. C'est pas en soi. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que on considère que je dois avoir un avis ou une compétence sur cette question, qui n'est pas… Vous avez posé aussi des questions sur l'islamisme. Ce n'est pas parce que je vous considère comme étant islamiste. J'ai parlé beaucoup plus d'islamisme que d'Israël dans ma vie. Voilà. Merci beaucoup, Raphaël Antoven. Merci beaucoup de cet échange intelligent. Nous allons nous quitter à regret sur votre choix musical. Vous avez choisi Mozart. Expliquez-nous votre choix.
Ah, parce que c'est la meilleure version que je connaisse de la petite phrase proustienne. Dans La recherche du temps perdu, il y a une petite phrase, 5 notes, qui ont la particularité d'être des exhausteurs de joie comme des exhausteurs de tristesse, et dont le narrateur parle à travers tout le livre. Et on ne connaît pas en ré mineur, et vous allez repérer à un moment, 1 minute 20, je crois, elle apparaît pour la première fois, elle apparaît à 2 ou 3 reprises, on va repérer évidemment ce qui ressemble à une petite phrase. Merci beaucoup, Raphaël Antoven. À Merci bientôt. Nathalie, Merci de à nous bientôt. avoir regardés. À la prochaine déconfinade. Au revoir.